C'est encore mon pote. Eh, eh, je ne C'est encore mon je pote. suis pas d'humeur. Pardon, faut lancer ton débrief. J'ai plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Je suis mort, je suis mort. J'ai plein de choses à dire. En vrai, moi, je pensais que j'étais venu ici pour débriefer une défaite du Real Madrid. J'avoue que, en ce sens, je suis un peu déçu. Mais quand je vois la fin de match, sincèrement, je me dis que voilà, il y a de quoi faire. Je pense qu'on va rigoler. Parce que là, sincèrement... Tu vas rigoler. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est incroyable. De partout, score final avec une fin de match, j'en perds les mots. Est-ce que t'es chaud pour... Eh, je suis bouillant. Là, mon sang, il bouillonne. Mon sang bouillonne. Envoie. Allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite ce débrief. De but partout entre Valence et le Real. Ça a été un match de fou dans le scénario. Le Real qui pensait réussir la remontada jusqu'à cette fin de match incroyable. Tu veux commencer par quoi, en personne? Tu veux commencer Je vais par... commencer par quoi, hein? Je pense qu'on va commencer par l'éléphant dans la pièce, comme disent les Anglais. L'arbitrage. Gilles Manzano. Il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Sache-le. Il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Un jour, là, dans les rues de Madrid, dans les rues de Barcelone, je veux croiser ta tête. Et on va voir qui est qui. Parce que c'est l'arbitrage le plus scandaleux que je n'ai jamais vu de toute l'histoire. Comment, toi, tu es arbitre professionnel depuis je ne sais pas combien d'années, et tu décides d'arrêter un match en plein milieu de l'action. Une dernière action hyper dangereuse, tu siffles en plein milieu du centre d'un joueur. Mais on est où? On marche sur la tête, là. Il a fait la même chose en première mi-temps à Valence. Sachant qu'a priori, hein, pour être bien précis, il a sifflé au moment où Brahim Diaz recevait le ballon. Donc voilà, c'est le petit élément. Non, mais c'est c'est vrai débile. que c'est Surtout que si on veut être honnête, il y avait 7 minutes de temps additionnel. Il est allé regarder la VAR parce qu'il y avait un penalty imaginaire. Alors que le gars, comme tu l'as dit, il est à 2 cm de l'action. Donc normalement, il doit tout de suite dire qu'il n'y a pas penalty. Il va regarder la VAR pendant 2 minutes. Il ne décompte pas ces 2 minutes-là. Il siffle la fin du match à la 98e minute. Mais c'est n'importe quoi. Mais tu te rends compte que le Real vient de perdre 2 points sur une erreur d'arbitrage. C'est vrai que là-dessus, c'est compliqué de pas laisser jouer. En première période, il y a un peu une situation similaire où il laisse pas les Valenciens. Et c'est n'importe quoi déjà. Jouer. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je comprends pas. Et en plus, à la fin du match, du coup, ça crée vraiment une confusion totale. Il y a des cartons rouges distribués comme ça à tire-larigot. On sait même pas à qui. Je crois que Bellingham a reçu un carton rouge. Non, je pense qu'il y a Bellingham, je pense qu'il y a Rudiger, il doit y avoir Nacho, il doit y avoir Ancelotti. Je sais pas, je comprends pas. Et c'est n'importe quoi. On va voir le rapport du match de toute façon. Mais de toute façon, son match a été catastrophique. Il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un bon match du tout parce qu'il a très vite voulu faire le mec qui laisse jouer alors qu'il y avait des fautes graves en fait. Il y avait des fautes graves. Mais bon, j'ai pas envie de parler uniquement d'arbitrage. On va aussi parler du match. Donc, d'ailleurs, en parlant de choses graves qui s'est passé, on a vu la blessure du défenseur du Stade national. Mokhtar Diakaby, ça a été voilà, des images. Moi, je te dis la vérité, j'ai même pas regardé. Moi, j'ai vu, mais c'est. J'ai pas regardé. Et franchement, force à lui. Force à lui et franchement, bon courage parce que c'est très dur. On prie pour que ce ne soit pas extrêmement grave, hein, parce que c'est le foot, ça arrive. Mais bon rétablissement à lui parce que peu importe le joueur et l'équipe qui subit ça, avant tout, ce sont des hommes et on met la rivalité de côté. Donc, force à Diakaby pour ce moment très difficile qui arrive pour lui. Sur le match Anderson, ça a été un match avec un scénario, encore une fois, dingue. On a vu les Valenciens qui ont mené de 2 buts. Sincèrement, moi, je me demande comment ils ont fait pour mener de 2 buts dans ce match, tellement on a vu un Real Madrid qui, en tout cas, a maîtrisé son sujet d'un point de vue possession. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, déjà, de cette période des Madrilènes? C'est simple, tu dis que tu ne sais pas comment Valence a fait pour mener de 2 buts. Moi, je vais te répondre. Hein, j'ai la réponse. Le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas meilleure équipe pour se saborder que le Real lui-même. C'est extraordinaire parce que la première mi-temps, il n'y a absolument rien à craindre. Le Real rentre dans le match en maîtrisant totalement son sujet. Et là, succession d'erreurs. Premier but, déjà, pour commencer. Parce que ok, il y a le débordement côté droit
Mais la première erreur vient de Valverde qui rate sa relance. C'est-à-dire qu'il a des joueurs à droite, mais il veut relancer à gauche, ce qui atterrit sur le milieu de Valence. Première erreur. Exactement, première erreur. Ensuite, c'est pas grave. Deuxième erreur, Carvajal, qui est au Real Madrid et qui est professionnel, qui a joué en Allemagne, qui a joué en Espagne, n'a rien d'autre à faire que de relancer en plein milieu dans l'axe et en plus une vieille passe. Même pas appuyé, rien du tout. En fait, on a donné les 2 buts. Bah, après, on a donné les 2 buts. Ouais, clairement, de toute façon, le deuxième but, c'est une erreur manifeste. Ça, on peut rien dire là-dessus. Carvajal, en plus, il fait une saison de fou. C'est dommage que ça tombe sur lui. C'est dommage que ça tombe sur lui. Mais c'est vrai que sur le premier but, là, c'est peut-être un petit peu plus problématique parce que Valverde, il a quand même le temps d'analyser, de regarder. Et il y a 2 joueurs à droite, dont Rodrigo. Mais il se trompe complètement. Après aussi, je pense Vinicius, parce qu'à un moment donné, il récupère le ballon avant et après, il s'en mêle les pattes comme la girafe qui n'a jamais vu l'eau. Comme dirait Thomas. Et c'est vrai que là aussi, peut-être, il y avait moyen de faire mieux. En tout cas, ça a très vite fait 2-0, hein, je crois au bout de 25 minutes, si je ne me trompe pas, pour le FC Valence. Et on se demande comment ça a pu arriver. Jusque-là, en fait, les Madrilènes, ils étaient quand même dans une forme de domination assez stérile. Hein. Il y avait, en première période, il y a eu très très peu de situations créées de la part des Madrilènes. Il y avait, je crois, qu'une seule frappe. Toute la première mi-temps, il n'y a qu'une seule frappe cadrée de la part du Real. Moi, c'est simple. Hein, je ne vais pas aller par 4 chemins ou autre. Moi, c'est mon équipe. Quand c'est mon équipe, j'essaie d'être critique comme toi, tu l'es avec ton équipe. Ou pas trop souvent, mais bon. Moi, c'est mon équipe. C'est la pire mi-temps du Real cette saison. À partir du but, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'à partir du but, Valence peut mettre 3-4. Si on n'a pas encore une fois de plus un grand Lounine. Il y a tellement de joueurs à la mi-temps qui sont passés à côté. Carvajal n'était pas bon. Mendy n'était pas bon. Kroos n'était pas bon. Valverde n'était pas bon. Rodrigo n'était pas bon. Tu vois, 5 joueurs sur les 11 qui n'étaient pas du tout dedans, en fait. Non, du tout dedans. Et pour une fois, j'applaudis Ancelotti qui a fait des changements assez tôt. Hein, parce qu'il fait ses premiers changements dès la 60e minute. Bravo, hein, bravo, ce que je demande tout le temps aux entraîneurs, parce que je ne sais pas pourquoi ils attendent la 70e, 75e minute pour faire les changements. Et à l'heure de jeu, quand ça ne va pas, tu changes. Donc, il y a tellement de joueurs qui n'étaient pas dedans. Et du coup, la première mi-temps était totalement ratée. Mais une fois de plus, grâce à Dieu, grâce à Vinicius, on arrive à mettre ce but hein, qui nous roule. Parce que pour moi, il fallait absolument que le Real marque avant d'aller en mi-temps. À la mi-temps, parce que je connais cette équipe. Ils vont au mental, ils jouent au mental. Si tu marques avant la mi-temps, tout est possible en deuxième mi-temps. Si tu pars à la mi-temps à 2-0, c'est un peu plus compliqué quand tu reviens des vestiaires. Donc, Vinicius, ce but qu'il met là, qui vient de nulle part, bravo à lui. Bravo à lui. Avec la célébration qui va bien en plus, avec toute la story. Écoute, ça c'est pour les supporters très très polis de Valence. Hein, on va pas dire autre chose. Hein, donc bravo à vous. Mais oui, c'est vrai que le but, au final, il arrive un peu par miracle. On se dit, mais c'est vraiment c'est miraculeux, même sur le scénario du but. Hein, il est dévié 2 fois, je crois. 2 fois, ouais, c'est ça, 2 fois. 2 fois, et Vinicius, en plus, qui joue. Lui-même, il rate sa frappe et tout, mais c'est n'importe quoi. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, comme disent les Ivoiriens. Mais c'est vrai que les Madrilènes, au final, pour moi, ils méritaient autre chose sur cette première période que le score avec lequel ils vont à la mi-temps, c'est-à-dire 2-1. Pour Valence. Et par contre, en deuxième période, tout de suite, ça a accéléré. On a revu les combinaisons, les facilités techniques, la relation entre Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Ça allait beaucoup plus vite. On a vu aussi d'ailleurs en deuxième période, je tiens à le souligner, un Ferland Mendy aussi qui a été très actif et beaucoup mieux sur son côté gauche. Et tout de suite, ça change la donne. Hein. Sous l'impulsion aussi d'un Eduardo Camavinga aussi que j'ai encore trouvé très très bon à l'animation. D'ailleurs, je regrette un peu sa sortie. Mais oui, comme tu le dis, en fait, en deuxième mi-temps, tu vois un visage totalement différent du Real. C'est-à-dire que même un Bellingham, j'ai pas dit qu'il n'était pas dedans en première mi-temps parce que je trouve quand même qu'il revient de blessure, donc c'était un peu compliqué pour lui. Mais c'était très très compliqué sa première mi-temps. Même en deuxième mi-temps, tu vois très clairement qu'il est totalement transformé. Tu vois, le Real reprend le jeu à son compte. Le Real est un peu plus entreprenant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un but de retard, en fait. Tu vois. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne, cette équipe-là. Ils vont de l'avant et tu sais très bien que le but va arriver, en fait. À un moment donné, tu sais très bien que le but va arriver. Et en plus, plus on avance, plus Ancelotti voit aussi ce qui pose problème dans l'équipe. Il sort Kroos et il fait rentrer Modric. Il sort aussi c'est Rodrigo qui sort. Ouais, Rodrigo, voilà, qui n'était pas du tout dans son match.
et il fait rentrer Brahim tout de suite, qui fait la passe décisive pour le but, c'est Brahim. Brahim fait la passe décisive pour Vinicius, encore une fois. Hein, et Modric à l'avant-dernière. Voilà, exactement, qui vient mettre son coup de tête pour recoller au score dans ce match-là. Et pareil, après coup, le Real déroule. On a un match un peu plus ouvert. Bellingham aussi aurait pu réduire le score sur cette action où il crochette parfaitement le défenseur valencien, mais il n'arrive pas à ajuster le gardien. Ouais. Même si moi je pense qu'il n'aurait pas dû tirer, il aurait dû passer le ballon parce que si tu regardes à droite, c'est dans le jeu de tirer. Ouais, mais si tu regardes à droite, t'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Valverde qui sont tout seuls devant le but. Tu vois. En fait, je me dis que c'est difficile là dans sa position après avoir fait ce qu'il a fait de ne pas tirer et de ne pas tirer. Mais tu l'as dit, hein, le coaching d'Ancelotti, c'est le coaching gagnant. Pour moi, Modric et Brahim Diaz, voilà, c'est les 12 et 13 de cette équipe, quoi. C'est ceux vraiment qui apportent à chaque fois qui sont dans cette équipe. Et là, ils l'ont montré en étant vraiment décisif. Et je tiens à préciser aussi, avant que tu continues, que non seulement il a changé les joueurs, mais il a changé le système aussi parce qu'on est repassé en 4-3-3. Et je ne sais pas si tu as remarqué que les joueurs sont beaucoup plus à l'aise. Les joueurs sont beaucoup plus à l'aise avec ce 4-3-3 là parce qu'ils ont joué avec de nombreuses fois en fait. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir quand le match est un peu plus compliqué à revenir un peu plus tôt au 4-3-3 ou même à sortir un défenseur et faire un 3-5-2 ou un 3-4-3 ou... Je pense que offensivement, la meilleure animation, je pense qu'il l'a en 4-4-2. J'ai l'impression que c'est là où il arrive à faire jouer Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Étant donné qu'il n'y en a aucun pour qui c'est le poste de prédilection de jouer en numéro 9, pour moi, c'est le meilleur moyen de faire jouer tout ce beau monde. Tu vois, et je pense que si jamais il y a un gars de Bondy qui arrive l'année prochaine dans cette équipe, ça va être un petit peu la même chose. On n'a pas de numéro 9 vraiment de métier. On est un petit peu obligé de faire avec ce qu'il y a. Et donc, le meilleur moyen d'avoir cette relation technique, c'est que les joueurs soient proches entre eux. Et le 4-4-2, c'est le dispositif qui amène ça, tu vois, et qui apporte aussi d'ailleurs la stabilité et la densité au milieu de terrain. Je pense que pour moi, c'est le dispositif qu'il faut au Real Madrid. Après, en 4-3-3, on a vu des bonnes perfs avec ce dispositif. À voir ce que va faire Ancelotti sur les prochains matchs. En tout cas, moi, je serais pas aussi catégorique que toi là-dessus. Après, effectivement, fin de match un petit peu folle. On a des opportunités des deux côtés. Ça devient aussi vachement haché dans le jeu. Beaucoup de fautes, de contacts. De toute façon, c'était un match tellement tendu, sous haute tension, parce qu'on se rappelle aussi ce qui s'est passé au match aller où le Real a gagné 5-1 contre Valence. On se rappelle ce qui s'est passé l'année dernière. Les supporters valenciens, maintenant, qui depuis 2 ans n'arrêtent pas de prendre Vinicius en grippe. C'est inadmissible en fait. C'est inadmissible que des supporters puissent se comporter comme ça face à un joueur. Et pour tous les autres supporters, que ce soit de l'Atlético Madrid ou de Barcelone qui disent oui, mais ils provoquent, à un moment donné, le foot, si tu provoques, ça mérite pas qu'on t'insulte en fait de singe. Donc arrêtez de faire du politiquement correct. Là, c'est même plus du foot en fait. Ça va au-delà du foot. On parle de sujets de société. Il se fait insulter tout le long du match. Il reçoit le ballon, on l'insulte. Donc, on va pas faire semblant comme si c'était parce que Vinicius provoque sur le terrain. Oui, Vinicius provoque sur le terrain. Oui, Vinicius a souvent un mauvais comportement sur le terrain, mais ça ne mérite pas tous les insultes et tout le cirque médiatique sur lequel il est engagé depuis maintenant 2 ans en fait. Mais est-ce que Vinicius c'est le premier joueur à être un petit peu provocateur sur un terrain de football? Non mais j'hallucine. Vraiment d'entendre ça, c'est comme si on pouvait justifier vraiment les actes de racisme parce qu'il n'y a pas d'autre mot sur Vinicius Junior. Et en plus, on sait très bien qu'en Espagne, c'est un problème récurrent, un problème que ce pays n'arrive pas à régler. Moi, je comprends pas comment on peut encore laisser passer ce genre de choses. On n'a pas des sanctions exemplaires. C'est toujours la même chose. Il y a toujours tout le monde qui s'indigne, mais il n'y a jamais rien qui se passe. Voilà. À un moment donné, il va peut-être falloir faire quelque chose. Je pense que voilà, c'est peut-être un des domaines où en France, on est un petit peu en avance. Et l'arbitrage aussi. L'arbitrage et ça. Et comme par hasard, c'est les 2 trucs où ils sont absolument nuls en Espagne. À un moment donné, ils sont là à faire des pubs. Nous, football, es la Liga. On voit en fait. On le voit quand tu as des arbitres qui sont
plus incompétents les uns que les autres chaque week-end. Hein, quand tu as, comme tu dis, des problèmes de racisme qui durent, mais je sais pas combien d'années en fait. Hein. Ça fait combien d'années que Eto'o a été obligé de sortir d'un terrain et que finalement on a dit qu'on allait prendre les choses, qu'on allait les régler et que c'est pas réglé en fait. Arrêtons. Arrêtons. Hein, ça fait combien d'années qu'on insulte des Yaya Touré, des trucs comme ça. Mais c'est du football. Si à un moment donné, des gens viennent dans les stades pour insulter des joueurs à cause de leur couleur de peau, mais qui viennent plus dans les stades, qu'on leur interdise de stade. Parce que je vois des petites gamines qui se font insulter juste parce qu'elles ont le maillot de Vinicius. Mais c'est n'importe quoi. C'est même plus être supporter, ça. Et en plus, comment dire, pour moi, une interdiction de stade, c'est même pas suffisant. En fait, pour moi, c'est des condamnations qu'il faut faire. Il faut des condamnations pénales, en fait. Tu peux pas te permettre, genre, ah oui, quelqu'un se fait insulter de singe dans un stade, ah bon, on l'interdit de stade. Non, pour moi, tu repousses le problème. Il va aller insulter des gens encore dehors, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. En tout cas, la fin de match un petit peu confuse, on en a parlé. Brahim Diaz qui centre pour Jude Bellingham, le ballon qui rentre et l'arbitre qui siffle juste avant, c'est extraordinaire. Et la conséquence au classement, tu en as parlé, peut-être que ça peut avoir une petite incidence. Hein. Oh bah écoute, je pense que Manzano a clairement relancé, à mon avis, hein, parce que c'est pas le tien, la Liga, parce que là dès demain, je crois que Girone joue contre Mallorca, qui est un adversaire prenable et ils peuvent, en cas de victoire, revenir à 4 points sur le Real. Le Barça joue contre l'Atlético Bilbao, qui est un peu plus compliqué, hein, surtout que le Barça, vraiment la bête noire de le Barça, c'est l'Atlético Bilbao. En cas de victoire, ils peuvent revenir à 6 points. C'est quand même 2 victoires, hein, c'est quand même 2 défaites aussi du Real. Il faut le faire, mais pour moi, c'est possible. C'est-à-dire que surtout que tu as encore le Classico qui arrive, il me semble, retour. Et tu as encore des matchs un peu compliqués pour le Real. Donc, en cela, pour moi, il a totalement relancé cette Liga avec cette connerie qu'il a fait. Parce que vraiment, clairement, c'est même pas une erreur d'arbitrage, c'est une connerie. Surtout que quand tu regardes les images, tu vois qu'une première fois, il porte le sifflet à ses lèvres, mais il siffle pas. Et finalement, il décide de siffler quand Brahim reçoit le ballon avant de centrer. Mais à quel moment, quand tu es arbitre? Mais je n'ai jamais vu un arbitre qui arrête une action comme ça. C'est incroyable. Mais si fallait pas laisser le corner, en fait. Fallait siffler avant le corner. En fait, c'est ça, c'est que ça alimente en fait la suspicion. C'est ça le problème. Quand on voit ce genre d'image où le gars hésite en fait à siffler et se met à siffler quand il voit que le gars va centrer. Enfin, on est vraiment chez les fous. C'est incroyable. Bon, en tout cas, voilà, le score final, c'est bien 2 buts partout entre Valence et le Real Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, le replay foot. Vous nous dites ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver dès demain pour débriefer encore d'autres matchs hein, en Première Ligue et en Ligue 1. On espère les arbitres compétents cette fois-là. On espère. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.